Ennio Morricone pour Lizard in a Woman's Skin. On va pour comme ça démarrer notre partie consacrée d'abord au livre touchant le cinéma italien, ce mauvais genre de ce soir, avec ce dictionnaire du cinéma italien, ses créateurs de 1943 à nos jours. Donc c'est une partie très précise de l'histoire du cinéma italien. C'est dirigé par Mathias Sabourdin et préfacé comme se doit par Jean Gilly. Alors, l'analyse produit, comme toujours, avec Philippe Rouillet. Oui, c'est un gros volume, pas beaucoup de photos, mais quand même pas loin de 1250 pages. Oui, là, on en a pour avec son un argent. texte, Si vous voulez, il n'y a pas de photos. Ça ressemble au dictionnaire Larousse du cinéma quand il était en édition brochée. Jean-Loup Passec. Voilà, de Jean-Loup Passec. Ça n'a pas la force, l'impact. C'est important de dire que ce que vous avez dit, François, qu'il est préfacé par Jean Gilly, parce qu'il y a une sorte de symbolique de transmission de flambeau. En fait, Mathias Sabourdin et son équipe ont envie de prendre le relais, en quelque sorte, de Jean Gilly sur une approche du cinéma. Et comme lui, je dirais qu'il n'aime pas le cinéma de genre. Donc, j'allais dire, ami des mauvais genres, le dictionnaire va vraiment vous décevoir. C'est-à-dire qu'il y a les mauvais genres qui sont acceptés, donc oui, Léon, oui, Argento, mais par exemple, Sergio Martino, dont nous allons parler tout à l'heure à propos de Torso, ne figure pas. Giulio Chesti ne figure pas. Voilà. Et il y a un article sur Fernando Di Leo qui est un peu une honte, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que quand on n'aime pas les choses, c'est pas la peine d'en dissuader les autres. C'est-à-dire que c'est un peu une attitude presque de fanzine que de régler son compte en quelques coups de cuillère à peau, plutôt que de prendre le temps de... Et on sent aussi les attaques personnelles contre les critiques qui défendent ce cinéma-là. En fait, sur ce... On ne citera pas de nom. Sur ce dictionnaire-là, ce qui est énervant, c'est que ce dictionnaire a une réelle place, c'est-à-dire que ça correspond à un manque éditorial. Le problème, c'est qu'il ne fait pas les choses comme il faut. Il manque, pour commencer, au-delà des choix, parce que c'est pas très intéressant de dire moi j'aime ça, moi j'aime dans la Fellini, j'aime la Cité des femmes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Cité des femmes, on s'en fiche de savoir. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'apporte Fellini. Les articles sont trop dilués. Les articles sur les metteurs en scène sont très filandreux. Et par exemple sur Comencini et Zurlini, qui sont des entrées que j'ai lues pour l'émission, par exemple, de ce soir, ça dure 12 pages et on n'a pas d'idée claire de ce que sont ces cinéastes-là. Donc, outre le fait qu'ils passent à côté des deux films dont on va parler. Par contre, moi, je défendrai ce dictionnaire pour une raison où il fait un travail que moi, je trouve très, très bon. C'est qu'au lieu de s'en tenir aux réalisateurs, il fait le choix de ne pas parler des acteurs, mais de parler des techniciens. Et ça, c'est très, très bien parce que là, on s'aperçoit qu'il y a un travail de fond. Et là... évidemment, quand on parle de Luciano Tovoli, on ne va pas émettre des avis comme sur Zurlini ou sur Fellini. C'est-à-dire qu'on va faire état de la diversité de sa collaboration. On essaye de dégager un style de lumière tout en restant nuancé, parce que c'est évident que quand Tovoli fait de la comédie française, il ne va pas faire du tout le même type d'image que quand il fait le désert des Tartares de Zurlini. Et ça, c'est très, très intéressant. Il y a des articles, par exemple, il y a un article sur Arcali dont je vous parlais tout à l'heure à propos de Questi, et c'est intéressant de voir comment Arcali fait le lien entre d'un côté Questi et Bertolucci, dont nous allons parler tout à l'heure, et d'ailleurs Bertolucci lui a consacré un texte dans le livre dont nous allons parler, et Zurlini, puisque Arcali fait le montage du désert des Tartares. Et là, il y a quelque chose du cinéma italien qui se joue là, c'est-à-dire comment des scénaristes, des chefs opérateurs et des monteurs, ou des musiciens, l'article par exemple sur Morricone est très très bien fait, très intéressant, on a autre chose que Morricone et Léon, ça va vraiment en profondeur, et ça parle du style musical, du travail musical de Morricone. C'est ça qui est l'intérêt de ce dictionnaire, et ça rappelle la nature de ce cinéma italien où on rencontre finalement sur des films très différents les mêmes personnes. Et ça, il y a ça et pour ça, ce livre est précieux, et pour des tas d'autres raisons, il est exaspérant. Hélène Frappa. Oui, alors moi, pour revenir à ce que tu disais très justement sur la manière de rater complètement le cinéma de genre, moi j'irais encore plus loin, je dirais que ça revient finalement à rater le cinéma tout court. Parce que de quoi on parle finalement ? On parle d'une catégorie, à mon avis, cruciale dans l'histoire de l'esthétique, même si elle a été assez peu traitée, qui est évidemment directement la catégorie mauvais genre, qui est ce qu'on pourrait appeler la vulgarité. La vulgarité, c'est l'essence du cinéma italien, c'est l'essence de la société
italienne. C'est l'essence de l'histoire de l'Italie depuis l'Empire romain. On pourrait même dire que c'est ce qui différencie l'Empire romain des Grecs, d'une certaine manière. C'est une catégorie hyper ambiguë, très comme une anguille, comme disait Rossellini, je suis une anguille, qui est très difficile à définir et qui est essentielle. Là, elle revient complètement comme un serpent de mer dans ce dictionnaire écrit avec un style extrêmement scolaire, extrêmement avec une infinité de jugements de valeur qui sont finalement plus ridicules qu'autre chose, mais ça revient constamment comme le mauvais genre, justement. La vulgarité, mon Dieu, les monstres, qu'est-ce que c'est vulgaire, mon Dieu, tel film de Rossellini, drame petit bourgeois vulgaire. Des choses qui sont vraiment absolument ridicules, mais surtout, à mon avis, qui manquent complètement ce qui est le cœur même, là, le cœur au sens de la chair, comme dit Torso, on est vraiment dans la chair même du cinéma italien. Qu'est-ce qu'Anna Magnani, sinon l'actrice la plus vulgaire de l'histoire du cinéma, mais au sens où la vulgarité atteint quelque chose de sublime. Tout est dans le sens qu'on donne au mot. Qu'est-ce qui fait la dialectique même alors là, pour dire quelque chose, il manque complètement la télévision. Or, la télévision, c'est crucial dans l'histoire. Alors, évidemment, Berlusconi est vaguement évoqué dans l'introduction, mais il manque ce que la télévision, en particulier certains programmes de la Rai 3, programme Fuori Orario depuis 25 ans, a fait pour l'éducation même du regard des spectateurs italiens en Italie et pour la production aussi d'un cinéma d'auteur expérimental qui est complètement absent dans ce dictionnaire. Je pense à un des plus grands cinéastes contemporains italiens qui s'appelle Tonino De Bernardi, dont le nom n'est même pas cité, qui est un cinéaste qui frise les 80 ans, qui travaille à Turin, qui a fait des films absolument magnifiques. Donc il y a vraiment quelque chose de... c'est comme si tout ce cinéma était pris avec des pincettes. Donc, rappelons qu'on va de 43 à aujourd'hui. Voilà, on va de 43 à aujourd'hui. Alors, plus, c'est assez tentaculaire. En même temps, alors il y a le grand moment fasciste qui est, à mon avis, je ne suis pas sûre que c'était une très bonne idée, moi, de commencer là, puisqu'il y a quand même ce grand moment fasciste qui est le moment où le cinéma italien se constitue comme ce que Mussolini voulait faire, c'est-à-dire Hollywood sul Tevere, c'est-à-dire rivaliser avec les studios de Cinecittà, avec justement la force de frappe et de propagande du cinéma hollywoodien, ce que Mussolini arrive parfaitement à faire. Et je trouve que du coup, on manque aussi le sens de la césure du néo-réalisme. Donc il y a vraiment... Alors, il y a effectivement des notules. Moi, pour citer ce que j'ai trouvé plutôt réussi, il y a une notule sur Mario Soldati, immense écrivain et immense cinéaste, assez peu connu en France malheureusement, et un peu oublié maintenant en Italie, qui est plutôt pas mal. Il y a une notule sur Antonio Pietrangeli, très très grand cinéaste, mort trop tôt, illustré par un film magnifique de 65, Io la conoscevo bene, film absolument justement sur ce tournant du moment où les jeunes filles romaines vont se vendre complètement à la vulgarité de la société marchande italienne et de la télévision. C'est le sujet de ce film, mais pas du tout traité, enfin jamais un Fellini n'aurait traité cette vulgarité comme ça, en la regardant de haut. C'est l'essence même de la beauté, de l'ambiguïté, de la morbidité, de la force même de tout ce qui est tellement étranger pour un œil français. Parce que c'est un pays qui paraît proche, mais qui en réalité est très très loin, l'Italie, qui est très différent de la France. Et je trouve que ce dictionnaire ne permet pas de sentir quelque chose de vraiment sensoriellement de ce que ce cinéma a à nous montrer, qui est finalement si loin du cinéma français. Ça dépend aussi des rédacteurs. Il parle de l'impasse de l'œuvre de Mario Bava. Voilà, non, mais ça l'impasse de l'œuvre de Mario Bava. Non, mais ça, c'est pas possible. La vulgarité d'Argento. Alors, toute la notice sur Argento est envisagée du point de vue de l'angle de la vulgarité, qui est censée être une critique faite à l'œuvre, alors qu'on pourrait dire... Et alors, il y a notamment une chose qui revient. Alors, il y a la question de la vulgarité, puis il y a un deuxième jugement de valeur qui est prégnant dans tout le dictionnaire, que j'ai lu, je dois dire, quasiment en entier, donc je peux lire, qui est, je cite, le manque de logique narrative et psychologique. Voilà. Oui. Alors, la logique narrative et psychologique, dont il faudrait m'expliquer en quoi c'est une catégorie qui permettrait opérationnel avec Argento, c'est vraiment nul. Déjà dans l'histoire de l'art, opérationnel dans l'histoire du cinéma. Alors, Dario Argento, n'en parlons même pas. Il parle, et c'est comme ça qu'on reproche à Dario Argento, dans un de ses plus beaux films, Inferno, de faire un film sans queue ni tête. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans des critères
petit bourgeois du bon goût, petit bourgeois et scolaire, qui vraiment les bras m'en tombent. À côté de ça, par exemple, l'entrée sur Zapponi est très bien. Voilà. Il faut quand même... Bad cop, good cop. Où on va prendre le temps de faire la différence entre le travail qu'il fait avec Fellini, avec Rizzi, avec Tinto Brass et les autres. Donc voilà, c'est que ça dépend aussi des rédacteurs. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on est d'accord. On est d'accord que ça passe à côté. Quoi. Voilà, il y a quand même des manques. On parle de Comencini sans même citer Pinocchio, qui est quand même un chef-d'œuvre absolu. C'est terrible. Non, cette entrée Comencini voilà, est un naufrage. On va en rester là. On a saisi. Et surtout, aujourd'hui. Une dernière chose. Alors, une dernière chose, c'est vrai que par rapport à quand même ce que tout positif, les cahiers du cinéma, enfin toute la critique française depuis des lustres maintenant connaît par cœur, c'est-à-dire juste de réussir à envisager une œuvre. L'œuvre n'est jamais envisagée, elle est saucissonnée comme une petite dissertation, et donc jamais elle ne fait sens, même dans des notices qui sont pourtant, comme Philippe le soulignait, extrêmement longues. Il n'y a jamais de ce qui fonde l'idée créatrice. Elles sont longues parce qu'il n'y a pas d'esprit de synthèse dans l'écriture. Voilà. Alors ça, c'est pour ça qu'elles sont longues. Hein. Bien, alors moi qui incarne le juste milieu et la pondération, je dirais que c'est un dictionnaire peut-être inégal, mais qui a le mérite d'exister. Donc plus intéressant en ce qui concerne les grands artisans, les grands techniciens du cinéma, que sont les musiciens et les chefs opérateurs, que peut-être sur le cinéaste eux-mêmes. Voilà, c'est donc le dictionnaire du cinéma italien aux éditions Nouveau Monde. Alors en liaison